Eh bien bonjour les amis, voici le deuxième volet que vous attendiez qui concerne les évolutions que nous allons apporter sur la moto Morini X-Cape, la 649 vendue par la Cima, qui roule depuis un kilométrage de 800 800 km. à peu près. Alors donc si on reprend les événements depuis le départ, donc Patrick, on l'appelle Patrick, a acheté cette 649 Escape neuve, donc dans une excellente concession, la concession de Fréjus. Et là, il a commencé par faire à peu près 10 000 km. 10-12 000, ouais. 10-12 000, même 13 000 je dirais. Et à partir des 13 000 km, on a commencé à avoir quelques défauts de jeunesse. Rien de plus normal pour une moto qui vient de sortir. Les défauts de jeunesse, il y en a, je le rappelle, sur les grandes marques. Et ça, c'est sûr, on n'y échappe pas. Il n'y a qu'à voir les rappels qui sont faits de part et d'autre des marques mondialement connues. Mais revenons-en à nos moutons. Alors, cette X-Cape, elle roule depuis plus de 16 000 km. Pour le moment, on a résolu un problème de température excessive. Donc, on avait dit qu'on monterait aujourd'hui un Calorsta d'origine Kawasaki. Sauf qu'on est en septembre, déjà mi-septembre bien avancé, la température a quand même bien baissé. Et il s'avère que pour le moment, la température moteur est largement cohérente pour que le moteur fonctionne en toute sécurité. Donc, quand tu es venu, tu as pris l'autoroute. Ouais. Tu as roulé à 130-140. Voilà. Sans le Calorsta, à combien on était? Aux alentours des 80 degrés. D'accord. Entre 78 et 80 chaque fois que j'ai regardé. Et quand tu es arrivé, on a quand même entendu le ventilateur tourner. Elle est montée en température Voilà. normalement. Quoi. Donc on a quand même de la température emmagasinée. Donc on n'a pas de perte alors qu'on a une température qui est dans les 20-22 degrés dehors. Alors on a dit qu'on attendrait un peu. On attendra un peu pour ce Calorsta pour savoir si on le remonte ou pas. Donc la température va forcément baisser. Mais admettons qu'on soit toujours stable entre 78 et 80 degrés sur une température, on va dire, entre 10 et 8 degrés, on ne le remontera pas. Si on est en dessous de ça, si on voit que le moteur tourne à 70 degrés, par exemple, ça posera un problème pour conserver les qualités et les propriétés mécaniques de graissage et que le moteur fonctionne de manière optimale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté depuis les 13 000, mon cher Patrick, sur l'évolution de cette moto? Parle-moi un peu de ce qui se passe, de ton ressenti général et surtout des variantes, des problèmes que tu as eus. Alors, au niveau de la température, Carlosta ou pas, donc toujours les problèmes de surchauffe entre les jambes qui vont être réglés normalement avec des pare-chaleur d'origine à première vue, Escape, enfin Morini. Mais par contre, depuis les soucis de surchauffe et du ventilo qui avait lâché, on va dire, j'avais quelques trous à l'accélération entre 2 et 3 000, voire entre 3 et 4 000 par moment. Chose bizarre, ça me l'a fait. Ça a été assez récurrent tout l'été, on va dire. Et là, lundi, cette semaine, j'ai fait presque 1000 bornes avec. Et les trous se sont vraiment diminués. J'ai l'impression qu'elle marche vraiment mieux. C'était difficile de jouer à bas régime, enfin de rouler tranquillou à bas régime avec, parce qu'elle toussait. Donc il fallait toujours être au-delà de 4000 tours pour que ça marche normalement, tout rapport confondu, quoi. Aujourd'hui, là depuis une semaine, je peux rouler en 5e à 70, à 2005, 3000. Il y a plus. Alors, il y a des toutes petites, je dirais, Des irrégularités, quoi. Ouais, des irrégularités, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu les 2 derniers mois, quoi. Alors, par rapport au confort général, au fonctionnement de la moto, est-ce qu'on est toujours bien sur cette moto? Ah ouais, c'est toujours très bien. Alors là, il est vrai que la selle se tasse un peu. C'est un petit peu moins confortable qu'au début. Ah, donc tu remarques un changement de densité. Ouais, un petit peu. Ouais. Pourtant, t'es léger, toi, tu pèses combien? 75 kilos. Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est vrai que. C'est pas ton postérieur qui aurait tendance à se tanner légèrement?
Aussi, parce que je roule beaucoup. Hein. Donc, au bout d'un Rappelons moment, que j'ai 57 balais. on a quand même l'une des X-Cave qui est quasiment l'une des plus kilométrées du parc, hein, je pense. Ouais, par rapport à ce que je peux lire sur les pages Facebook ou autres dédiées à la X-Cape, ouais, elle n'a pas un an, et j'ai déjà ouais, bientôt 17 000, quoi. En ce qui concerne les consommables, du coup, les pneus par exemple. Alors c'est des super pneus, hein, les Pirelli, j'adore, sauf que je les bouffe, quoi. Surtout à l'arrière, 16 000 bornes, c'est mon troisième. Alors là, c'est vrai que il s'use quand même pas mal en escalier, mais c'est l'une des particularités du STR. Ça reste quand même un méga pneu confortable et qui tient le pavé à outrance, quoi. Sous la pluie, sur le sec, bon, le peu d'eau froide que j'ai pu faire. Non, je suis vraiment satisfait de la partie cycle de cette moto. Pour moi, elle est vraiment top, quoi. Et la question ultime, est-ce que toi, tu as l'impression de conduire une chinoiserie? Non. On est sur une moto quand même bien conçue qui en donne pour son tarif. Rappelons le prix que tu l'as acheté. Alors 7005 sans équipement, enfin sans l'équipement, équipement, tout équipé avec les sacoches pour aller jusqu'au bout des choses, le crash bar. Qu'est-ce que j'ai fait mettre d'autre, je sais plus. La petite grille sur le radiateur. Je suis à 8003. D'accord. Donc c'est vrai que si on regarde le marché aujourd'hui, si on veut une moto neuve, capable, économique, sans avoir une motorisation trop complexe et lourde, on est sur une machine équipée, 8300 €. Bon, ça reste une machine neuve, fait évidemment que ça vaut quand même un certain prix. Là, on est sur un rapport économique, prix, utilisation plus que cohérent pour toi. Ah oui, plus que cohérent. Oui. Alors, Patrick nous a ramené des cadeaux. Donc les cadeaux de sa femme aussi. Et ce que moi j'ai fourni donc pour la moto. Alors, il m'a ramené une durite d'essence à remplacer, donc avec l'accord du concessionnaire, qui est un rappel. Un chargeur USB, donc nouveau design, avec toujours les deux prises dedans, qui est bien plus étanche. On passe sur une chaîne Kali parce que jusqu'alors, la chaîne, là à 16 000 bornes, tu la graisses, tu la nettoies, tu l'attends. La malle. Ça va pas. Donc là, je rappelle que la moto vient de rouler, donc elle vient de se taper 200 km. On a une chaîne qui est suffisamment graissée, qui est nettoyée, qui est régulièrement tendue. Pourtant, c'est marqué DID dessus, donc DID normalement c'est plutôt cohérent, voilà. Mais là, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. On a quand même de plus en plus de points durs. Cette chaîne, tu utilises quoi comme graisse, toi, de chaîne d'ailleurs? Alors je mettais de l'Ippon jusqu'à maintenant. Ouais. Blanche ou normale? Le truc qui vend, le bloc nettoyant, ouais. Ok. De base. Et là, j'en avais plus, et donc j'utilise de WD-40, de la graisse classique, même pour chaîne, quoi. D'accord. La graisse liquide, là, en ok. Alors bon, est-ce que c'est un problème de produit ou est-ce que c'est un problème de chaîne? On ne le saura pas. Ce qu'on sait, c'est que la chaîne est bonne à remplacer. On est sur une chaîne de 118 maillons. Donc les pignons et les couronnes ne sont pas usés, ça va faire l'affaire. Certains ont monté des filtres DNA. Nous, on va monter un filtre BMC. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'il est nettoyable, de la même manière qu'un KN. Et sachez que ce filtre BMC, dont la référence est la suivante, FM01093, correspond à quasiment toutes les CF motos qui sont équipées du bloc sous licence Kawasaki et de cette Morini X-Cape. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un filtre étanche, mieux conçu que l'innommable filtre à air d'origine, et qui va arrêter de nous remplir de poussière ces pauvres corps d'injection. Pour la suite, madame a offert un GPS à monsieur. Bon, je regrette que ce ne soit pas un GPS enduro. Là, on n'a toujours pas l'option GPS sur la Morini. Non, elle est réservée pour ailleurs. Réservée pour l'Italie. Alors on notera quand même que la CIMA et les concessionnaires sont très réactifs sur les garanties et le SAV. Ouais. Voilà. On n'a pas été embêté pour le ventilateur. On a renvoyé les pièces au concessionnaire qui les a renvoyées à la CIMA. Bon, jusque-là, sans faute. Sans faute. Alors si on vous dit oui, les motos chinoises, etc., il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de pièces. Jusque-là, on a tout eu en temps et en heure. C'est plutôt pas mal.
Tout ça, c'est qu'une histoire d'organisation et de volonté commerciale. Hein. Et surtout de volonté des clients de vouloir faciliter parfois les choses. On n'est pas sur un segment traditionnel avec les motos chinoises ou asiates. Il faut être un peu plus adaptatif. Alors là, eh ben, on nous a renvoyé un nouveau ventilateur qu'on ne montrera pas. Parce qu'on va laisser notre vieux ventilateur reconditionné à partir d'éléments de Transalp PD06 1988 qui marche parfaitement. Voilà. Et le gros point qui dérange tout le monde sur cette moto, c'est quand même la température. Et la CIMA donc, propose en tant que pièce d'origine ce kit, ma foi très bien élaboré, qui permet donc de régler le problème de température. Alors apparemment, si je ne m'abuse, ça vient se poser comme ça. Ça va permettre d'éviter les flux thermiques donc, qui sortent à cet endroit-là. On a le petit kit donc de pose qui tient avec des autocollants. Bon, j'ai confiance dans les produits 3M. Hein, on sait que du double face, ça tient, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, un écran, un écran thermique à poser dans le dispositif. Et ben du coup, on a du boulot, mon cher Patrick. Et c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire. Moi, je vais me contenter d'expliquer, de tenir la caméra et de tout vérifier. Bien sûr, je vais m'occuper de sertir la chaîne, puisque pour ça, bah, c'est la sécurité. On ne rigole pas avec ça. Alors, par quoi on commence, mon Patrick? On va tout démonter. Ah, déjà, ouais. Voilà. À savoir qu'il faut qu'on aille tirer des fils pour le GPS, etc. Alors, ce qui compte quand on démonte une moto Morini, c'est l'organisation. On se croit au téléachat. Ma chère Brigitte, par quoi on commence pour démonter cette Tupperware? La bulle est démontée. On va démonter le support de bulle pour pouvoir commencer à désassembler l'ensemble du carénage. On va attaquer les flancs. Voilà la petite vis du flanc gauche. Donc maintenant les 4 vis du cockpit. 1, 2, 3 et 4. Alors avant d'aller plus loin, on enlève la partie du support central pour pouvoir accéder aux éléments inférieurs donc de la tête de fourche. Donc ensuite la petite vis inférieure du bec de l'aigle. Alors tout est fermement emboîté, il ne faut pas avoir peur de tirer. Donc si on voit comment c'est fait, on a ces espèces de clips qui prennent en sandwich donc le haut du tête de fourche. Et là c'est vraiment stressant d'enlever ces plastiques qui sont emboîtés comme ça pour éviter les vibrations. Le petit plus qui n'est pas à l'origine, c'est la petite mousse là. Et le concessionnaire qui connaît quand même ses machines a préconisé ce petit bout de mousse qui enlève cette vibration qui est pas mal. Alors là on s'aperçoit qu'on a d'autres vis qui vont nous permettre de libérer les flancs latéraux. Une là, une là, une là et une là. Bon, il y a tellement de vis sur ce carénage, c'est complètement aberrant. Mais en même temps, plus il y a de vis, et plus ça tient au niveau des vibrations. Alors là, il ne faut pas avoir peur. On commence par tirer vers le bas pour décapoter le côté. Et l'ensemble sort. Alors le petit piège, en fait, c'est cette patte, voilà. Tu me dis. Je pense cette patte là. Voilà. Et la petite vis qui est dessous là, si tu l'enlèves pas, t'enlèves pas le carénage. Alors fais-moi le petit mouvement de basculement. On s'y reprend à deux parce que ça fait tellement flipper cette histoire. Il faut le décaler de l'avant. Donc tu mets ta main vers l'avant. Après un peu vers l'arrière. Celui-là il force toujours un peu plus que les autres. Voilà. J'ai l'impression qu'on casse tout à chaque fois. Ne t'énerve pas mon Patrick, vas-y doucement. Ah ouais, ah, ça sort d'un coup. Hein. On croirait quand même qu'on démonte une aile de Clio. Hein. Bon alors est-ce que t'as un peu la goutte au front Patrick? Ouais. Pas encore. Pas encore mais ça va venir. Là c'est quand même sportif. Hein. Franchement. Ensuite le démontage de la selle pour commencer à désassembler le réservoir. Là ça commence à sentir un peu plus la chinoiserie. On retrouve souvent ces petites vis là sur les quads un peu chinois, les dirt bikes, etc. On sent qu'on n'est pas sur du japonais là. Elle commence à trahir ses origines. Et la batterie aussi. La batterie, je pense d'ailleurs qu'on devra la changer préventivement. C'est pas que les Chinois savent pas faire des batteries, c'est que on aime bien quand même bosser avec des trucs qu'on connaît, quoi. Voilà. La qualité des plastiques. Une problématique connue, hein. Voilà. Pour beaucoup de propriétaires de escape
qui ont eu des gros soucis de batterie. Donc on a démonté les deux petites vis qui tiennent les flancs du réservoir. Alors ça par contre c'est vraiment l'enfer à sortir ce truc. À chaque fois on se fait chier. Bon là évidemment ça fait peur. Le geste important c'est de d'abord pivoter le côté gauche vers le haut pour pouvoir pencher, donc guidon tourner à droite en libérant le côté gauche, pencher l'ensemble et là uniquement le sortir. Et ben bon sang, c'est une fille messieurs dames. Ça c'est vraiment la pire partie Patrick, hein. Franchement, faites voir cette... Oh mon dieu, waouh. Elle est magnifique en plus. On dirait qu'elle sort genre d'un dessin animé, elle est spectaculaire. Incroyable, je vais la garder en souvenir. Oh bête. Bon, je l'ai mise là, elle te surveille. Le réservoir, quand même, il faut faire gaffe. Cette partie-là, je la trouve quand même hyper agressive. Donc, je vous conseille d'utiliser ce genre de choses pour le mettre à cet endroit-ci. Voilà. Pour pouvoir observer donc, la connectique de la pompe à essence et le tuyau d'alimentation. Donc là, il faut savoir qu'on est sur un plastique qui est assez cassant, donc on retrouve sur pas mal de machines. Alors voilà, grâce à ces deux pinces bec coudé long, on est allé appuyer donc sur la partie inférieure donc, du raccord. De part et d'autre, à gauche et à droite, vous avez un petit bouton, donc on appuie dessus et là vous libérez votre raccord. Le réservoir est par terre, non sans mal. Comment tu te sens Patrick au niveau des battements cardiaques? Ça va. Pression artérielle. La cardio est bonne. La cardio est bonne. Patrick s'entraîne. Il a une nouvelle conquête féminine en ce moment. Il est en forme. Allez, procédons à la dépose du filtre à air. Et puis de toute façon, on va déposer la boîte à air complète. Alors ça, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas avec le niveau d'équipement de cette moto qu'on puisse encore avoir une cochonnerie pareille. Ça ne jointe pas, c'est extrêmement souple, c'est complètement gondolé. Donc là maintenant on va retirer la boîte à air. Donc pour retirer la boîte à air, on distingue les petits colliers à gauche et à droite à retirer ici. Donc on a un reniflard qui vient s'emboîter là, donc il faudra faire particulièrement attention. Et voilà. Alors c'est en temps réel, hein. Et là on va constater la grande problématique. Donc je trouve que c'est quand même inadmissible. Et voilà. T'as vu comment ça prend zéro? Alors là, je suis désolé. C'est de la poussière quoi. De la poussière vraiment... elle n'est pas du terroir celle-là. Ça c'est pas possible en fait. Bon, c'est quand même un moteur solide je pense parce que... Pour le coup... le machin avale du sable en permanence. Donc on va nettoyer correctement tout ça. Il y a aussi un élément qui est relou. C'est que là, vous avez le radiateur. Et surtout, la roue avant projette la poussière à l'avant de la moto. Donc on remarque que l'entrée de la boîte à air, là, en fait, c'est mort quoi. Bah, en fait, elle avale toute la merde. Là, c'est pour ça que... là, en fait, t'as beau mettre ce que tu veux comme filtre. Bon, ça va me filtrer, mais là, en fait, il faut qu'on trouve une parade. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir jusqu'où elle va et on va mettre une protection pour que la bécane arrête. Bah, c'est pour ça qu'elle déconne, en fait, la brelle. C'est parce qu'elle n'arrête pas d'avaler. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a un moment, en fait, le capteur, donc le Turtle Position Sensor, TPS, donc qui sert à mesurer, en fait, l'angle d'ouverture des papillons. À un moment, s'il y a trop de cochonneries et d'éléments indésirables dans les cordes d'admission, ça fait quand même un changement, on va dire vraiment infime, mais qui peut changer à chaque fois la position du ralenti. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous refermez les gaz, tu vois là, je ferme les gaz, et lui, il a une position qui est fixe. Donc si cette position, elle varie souvent, à quelques dixièmes de degré près, ça peut provoquer des variables à partir du point de départ, donc de 0. Mais là, il va falloir qu'on bricole un truc pour que la bécane arrête de bouffer toute la merde. Surtout que toi, tu roules un peu sous la pluie, etc. et tout. On réfléchit en même temps qu'on nettoie cette injection. Et bon, là, le constat est quand même
ta moto, elle bouffe de la daube, quoi. Elle bouffe de la poussière en permanence. Tu vois son petit chiffon? Ouais, tu vois. Ça, c'est quand même moyen. Hein. Bon, c'est vrai que dans la logique, ils ont raison. Mais dans la technique, ils ont tort. Parce que dans la majorité des machines qu'on voit, on voit souvent que la prise donc, d'air sur les boîtes à air se fait souvent à l'arrière ou elle est cachée par un élément. Mais pas comme ça, derrière un radiateur qui va recevoir toute la merde. Quoi. On est choqués, Patrick et moi, on est choqués. Et ouais, ça bouffe tout. Donc là, on va mettre notre petit filtre BMC si le problème n'est pas résolu. En gros, le filtre, il va encore bouffer toute la merde. Là, tu vois, entre le garde-boue et la roue, la roue, elle projette à cet endroit-là. Il y a forcément une vaporisation des éléments indésirables, du coup. Et là, tu auras beau mettre le filtre que tu voudras, le machin sera colmaté en 2 temps son mouvement. Alors, monsieur le directeur, je vais ouvrir un peu les gaz pour que vous puissiez nettoyer. Voilà. Bon, alors là, écoutez, c'est sans équivoque, hein, c'est propre. J'ajoute aussi une réflexion technique, c'est-à-dire que là, vous avez des palonniers donc, sur des axes en bronze ou en beryllium, je pense, qui ne sont pas spécialement graissés, hormis par les vapeurs d'huile. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve avec des palonniers qui prennent du jeu et des motos qui tiennent pas le ralenti avec des ralentis abominables qui sont instables. Donc huile plus poussière égale pâte à rôder en gros, ça c'est le b.a.-ba. Donc du coup il faut absolument, on doit trouver une solution pour que ça arrête de projeter tout simplement les saloperies dans le corps d'admission. On va quand même pas encore bricoler avec des pièces de Transalp, Patrick. Après remarquez le ventilateur du Transalp, 1988, on est fiers de le transporter sur cette moto. Je rappelle que c'est une adaptation maison. Pendant que l'ami Patrick met son GPS, je suis allé dans mon foutoir pour voir si j'avais la possibilité de trouver un bout de matière pour bricoler une protection pour cette boîte à air. Parce qu'en fait, c'est le principal problème à résoudre aujourd'hui. C'est devenu la mission un peu. Empêcher les corps étrangers donc d'approcher le départ de la boîte à air. Et je pense aussi que du coup, par rapport à son positionnement, elle est quand même sujette à recevoir des perturbations. Donc au niveau des turbulences d'air. Et bon, une boîte à air comme ça, c'est pas particulièrement sous pression, mais on peut avoir des défaillances d'injection quand même à cause parfois de ce type de turbulence. Et on va essayer de résoudre, même si c'est pas l'affaire du siècle, ce problème avec cette petite plaque en caoutchouc, en silicone un petit peu, vraiment souple, idéal. Et c'est vrai que si on regarde avant les montages qu'il y avait sur les motos japonaises, en particulier sur les carbures, on avait toujours une plaque ou un élément de protection donc entre le radiateur et le reste donc du moteur et de la gestion et de l'allumage, etc. Je vais mettre un collant de gonzesse. Non, parce que le collant, je veux dire, ce qu'on veut, c'est que les impuretés, elles n'arrivent pas à rentrer dedans. Au niveau de la boîte à air. Ouais. Parce que quand tu ouvres les gaz, ça aspire. Il y a une turbulence qui se crée. Si tu mets un collant, là, comme tu dis, bon, déjà, la moto elle a une certaine capacité d'aspiration, du coup. Et en plus de risquer de l'aspirer, ce qui est possible, dans la plupart des cas, on est quand même sur quelque chose qui va aussi nuire au volume d'air aspiré. Voilà. C'est pas qu'il y en aura moins, mais mine de rien, ça fait une barrière supplémentaire. Tandis que là, si on met cette fameuse protection ici, alors là, franchement, c'est genre comme si c'était fait pour. Parce que je me la sors par le côté comme ça. On va la fixer avec 2 rilsons. Donc en plus, ça va résoudre un autre problème. C'est-à-dire que là, bon, finalement, j'ai regardé si je découpais. Donc si je découpais, si je le mettais en face.
Le truc, c'est que on veut que ça dévie vraiment. Ça dévie vraiment le flux de saloperie. Et ce qui se passe, c'est quand ton ventilateur il se met en marche. Admettons que tu es roulé sous la pluie ou quoi. Ou même qu'il pleuve, il se met en marche. Le machin envoie tout dans la boîte à air. Donc ce qu'on veut, c'est que ça dévie clairement. Et en fait, il aspire le ventilo. Le ventilo, il va aspirer l'air vers l'extérieur. Voilà, ouais. Pour aspirer l'air du dehors, pour le faire passer à l'intérieur. C'est pour ça que il reproduit en fait ce qui se passe quand tu roules. Donc l'air, il arrive par là, il sort par là. Et c'est pour ça que tu as chaud aux cuisses. C'est pour ça que j'ai chaud aux cuisses. Mais ça se trouve avec cette simple chose. J'aurais moins chaud aux cuisses. En fait, si je le mets, donc là je le remets. Tiens, on va le faire passer ici. Et c'est vraiment aberrant, hein, il est fait pour ce truc. C'est comme ça qu'ils travaillent les Chinois. Hein. Je le mets. Il y a un truc qui est vachement bien. On va essayer de le présenter. On le fixera après. Hein. Pour l'instant, c'est une ébauche. Donc, on le fait passer devant le cadre. Voilà. Voilà. Là, ce qui est juste parfait, c'est qu'en fait, il jointe parfaitement les deux morceaux entre la culasse, le haut de la culasse et du cache-culbuteur, et l'ensemble du volume en fait qu'il y a devant la boîte à air. Donc si on le fixe avec deux rilsans de part et d'autre, là l'air qui va circuler, il va sortir sur les côtés, mais il va surtout sortir vers le bas. Et là en fait on résout et le problème de dissipation thermique excessive et le problème de flux de saloperies qui rentrent et qui contaminent notre boîte à air. Donc on va faire un essai, on va le fixer, faire deux trous. Et puis de toute façon, ça reste démontable. Cette petite plaque, franchement, ça risque d'être une grosse solution. Bon alors voilà, c'est nickel. Là on voit bien le petit déflecteur. Il jointe pile poil en fait sur... difficile de montrer quand même. Il jointe pile poil sur la culasse. Bon, et techniquement, on peut pas laisser cette batterie en place. Elle est trop douteuse. Elle est quand même lourde hein, par rapport à l'équivalence que j'ai trouvée. La seule différence entre une BTZ 14S et la YTX12BS, c'est 0,8 ampères. Donc 0,2 même, on va dire en immédiat. Alors, là, clairement, cette batterie elle nous fait peur. On va la changer. Parce que ce qu'on veut, c'est une pompe à essence qui débite avec une bonne régularité. Et surtout une batterie qui emmagasine du jus. Moi, BS batterie, ça fait longtemps que j'utilise ces batteries. Elles sont vraiment bien. Je trouve qu'elles sont fiables. Et on va en profiter, on les change. Et puis, on verra si ça apporte une amélioration. Bon alors voilà la différence, on va insérer le filtre BMC. Bon, c'est sûr qu'il laisse passer plus d'air par rapport à cette mousse. Ça c'est quand même pas génial pour un moteur qui peut prendre des tours, ça peut quand même limiter les choses. Avec le BMC on est sûr qu'on aura un flux d'air régulier. Ça ne se souffle pas. Jamais on souffle un filtre à air BMC. Ni KN, ni nettoyable. Ça se nettoie à l'eau avec le produit détergent et avec l'huile de graissage. Donc voilà, petite huile de graissage KN. Ça sera quand même la seule chose qui sera vraiment made in Italy sur cette moto avec la fourche. Hein. Et aussi Patrick dit les freins. Bon, au préalable, on a nettoyé la boîte à air, elle est propre. Oh, regarde. Bon, alors on voit bien la différence entre les durites. Durite d'origine entre le filtre et le corps d'injection, les corps d'injection. Et là, la nouvelle durite avec une protection donc pour ne pas être retiré de manière impromptue. Mettez votre durite. Ouais, hop. Hop. Après tu rappuies dessus pour... Tu le lèves et après tu rappuies dessus une fois qu'il est mis. Vas-y, pousse. Voilà. Et là il est clipsé et t'appuies après.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de toutes ces histoires-là de Moto Morini Oh, ben moi, je pense que les Moto Morini, c'est des bonnes bécanes, mais que, mine de rien, il faut quand même y passer du temps derrière pour que ça soit d'aplomb, la machine. Bon, le remontage de la boîte à air. Ici, le reniflard donc, qui reçoit les vapeurs d'huile. Surtout, ne pas louper l'emboîtement. Donc on commence par visser, mettre le fond en place en faisant attention au petit tube de vidange rose là. Ah oui. Tu vois, faut pas qu'il aille se coincer dessous. Derrière, ça va peut-être. Voilà, là c'est bien. Là on est d'accord. Premièrement, faire attention à l'emboîtement du reniflard dessous. Il n'y a rien qui tient cette boîte à air hormis les colliers. Donc sur les corps d'injection, donc ne pas hésiter. Ah mais tu l'as serré? Ouais, c'est serré, c'est bon. Une fois que c'est mis en place, ça, vraiment donner des coups dessus de manière vigoureuse et montagnarde pour que la boîte rentre au maximum dans son emplacement. Bon, bah, on va laisser Patrick remonter toute sa moto, hein. On va vous épargner le remontage, après on changera la chaîne. Pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher le goûter. Le goûter. Un petit gâteau au chocolat, là, un petit truc tendre avec un petit café, une petite boisson. Toi tu dis que c'est mieux là, on vient de la démarrer, tu dis déjà que c'est mieux. Ouais, au niveau du ralenti. À froid, avant elle était yoyotée un peu, tu vois. Ah ouais. Mais ça c'est peut-être la crasse dans les cordes d'injection par rapport au point initial du capteur. Mais c'est peut-être la batterie aussi. Avec une tension plus régulière. Bon, la pompe à essence elle influe directement sur le fonctionnement quoi. Oui aussi. Donc toi tu sens déjà que la moto est plus saine quoi. Ouais. Sur les 300 mètres que je viens de faire, oui. On va la laisser monter en température, habille-toi puis tu vas aller faire un essai un peu plus sérieux pour qu'on soit sûr. Bon allez, essai final pour voir si tout va bien et si on a résolu des problèmes. C'est parti. C'est top. Pour le moment. Ouais, non, plus de trous. Pour le moment, plus de trous. Non. Ça, les trous, j'arrive pas trop à expliquer d'où ça pourrait venir. Mais à mon avis, il y a une part de vérité avec la batterie AliExpress quoi. Boîte à air bien. Bon, la boîte à air, laisse tomber, c'était une catastrophe. Mais peut-être que le filtre à air, en fait, il pose vraiment problème dans le fonctionnement de la moto quoi. Ça, c'est sûr de toute façon. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Moi, je pense que ouais, dès qu'il prend de la poussière, c'est merdique quoi. Bon, et bien, mine de rien, on y est depuis bien midi, hein, hors temps de casse-croûte et hors temps du goûter. Voilà, donc pour récapituler, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a tout démonté encore une fois. On a posé les caches. Alors, les caches pour la chaleur, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai pas assez roulé, mais j'ai pas senti de chaleur. D'habitude, Ouais. tu penses rapidement. Ouais, on la sent très vite hein, normalement. Là, j'ai hein. rien senti, donc Ouais. j'ai pas pensé. Et en plus, il y a le cache du radiateur. Donc, au niveau température, il n'y a pas de différence. Je chie avec ce cas. T'as voulu faire le beau là avec ton casque Oui. spécial trailiste. Bon, J'arrive toujours à la mentonnière, mais ce matin il pleuvait. du coup elle chauffe pas plus avec le cache en plastique qu'on a rajouté. 4 bars, mais voilà. Ouais, c'est monté à 4 bars, donc 90 degrés quoi. Bon là elle est arrêtée, mais On va qu'on alimenté. Après, je suis juste. je trouve qu'il est trop long ce compteur à Ouais, la mise en s'allumer. route. On dirait un Macintosh des années 95. Ah bah ouais, tant qu'elle roule pas, c'est vrai. Ah oui. Mais
à 81. Là, on est à 80, on est vite redescendu, ouais. Donc, ça fait combien de bars, 80 degrés? 4 bars. Ah ouais. Bah, j'ai vu qu'elle refroidissait quand même. Donc, Oui, ça là-dessus. cette petite barre, cette petite plaque en plastique, pour l'instant, ne nuit pas, d'après les premiers essais refroidissement de la moto. Ça, c'est sûr. Donc, le remplacement de la chaîne. On l'a pas graissé. Ouais, on l'a pas graissé, on va la graisser. On a mis une chaîne off-road spéciale de chez DID. Alors c'est une chaîne sans joint torique qui vaut la peau du zboob, qui est renforcée anti-friction de partout. Pourquoi sans joint torique? Parce que sur les trails et dans la poussière, au final c'est bien de pouvoir nettoyer vraiment sa chaîne. Et quand t'as pas de joint torique, tu la nettoies mieux, tu la graisses plus souvent, mais tu la nettoies mieux. Voilà, on va voir, elle est renforcée, elle est adaptée pour la puissance de la moto. Donc la batterie, les durées d'essence, le GPS, voilà, il reste encore tout à paramétrer, à brancher, à mettre à jour. Sinon, on verra. On verra après. Hein. On a assez fait. Bon, et ben on va laisser partir Monsieur Patrick vers de nouveaux horizons. Et on espère que ces conseils vous ont été profitables. En tout cas, voilà, on trouve toujours que c'est une bonne moto. De toute façon, les motos qui ne sont pas issues des grandes marques demandent toujours des perfectionnements. Voilà, on est presque un petit peu dans l'artisanat, hein, mine de rien. Donc on vous dit à bientôt pour la suite des événements sur cette machine, et ce sera le dernier volet traité, ça sera la reprog. Voilà, comment faire une reprog, une vraie reprog, donc changer les données du boîtier avec un nouveau système qu'on va vous présenter, qui n'est pas encore connu en France, mais qui est sérieux et adapté à cette injection Bosch MSE 6. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, si c'est la fin de journée pour vous. En tout cas, nous, ça l'est. On est bien fatigué avec ce dossier un peu épuisant quand même. Et pour la suite, on vous prépare d'autres thématiques sympas. Et merci de nous regarder. Allez, ciao ciao.